Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Cette semaine, nous recevons Manuel Bompard, l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et actuel député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous durant cette petite heure durant laquelle nous allons parler politique et territoire avec 3 journalistes de nos belles régions. Je vous présente tout de suite. À commencer par Delphine Blanchard qui est de retour parmi nous pour cette deuxième saison, journaliste à la Nouvelle République et qui représente ici le Centre-Val de Loire ainsi que le Poitou. Oui, tout à fait. Voilà, Poitevine. Julien Lécuyer, également habitué chez nous, journaliste à La Voix du Nord qui représente les Hauts-de-France. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Et pour la deuxième fois parmi nous, Mathieu Perrineau, qui représente la montagne et Auvergne-Rhône-Alpes comme région. Alors ici, on a des petites figures imposées. Voilà, les présentations sont faites. Il s'agit du questionnaire de Proust, le portrait chinois ou le portrait français. Il est signé Néo. Cette semaine, on regarde. Marseille, c'est la France, avec sa diversité, des gens qui étaient là, des gens qui n'étaient pas là, qui sont arrivés au fur et à mesure et qui ensemble font de ce beau pays qu'est la France. Donc Marseille représente. C'est Marseille bébé. Je dirais la Guyane, parce que personne ne sait. La Guyane, c'est la région dans laquelle il y a la plus grande frontière terrestre entre la France et un autre pays. C'est la frontière avec le Brésil. Et comme généralement on n'en parle jamais, voilà, si la France était une région, la Guyane c'est pas mal. Alors moi, je suis bizarre, mais moi je suis un fan de thé glacé. Je bois du thé glacé tout le temps. Alors est-ce que la France c'est un thé glacé? Ça je sais pas, c'est une bonne question. Le Concorde. C'est un gros objet, c'est la France, c'est l'innovation scientifique. Alors franchement, avec le changement climatique, maintenant, le Concorde, c'est pas génial. Mais à l'époque, quand le Concorde est né, c'était un exploit technologique extraordinaire. C'était mettre Paris-New York à quelques heures de vol. Et c'est une invention française. Donc c'est un objet dont la France peut être fière. Une expression qui résume le moment qu'on est en train de vivre, c'est jamais 2 sans 49.3. Puisque vous avez vu que Elisabeth Borne a déposé pour la 3e fois cette semaine, a utilisé l'article 49.3 pour empêcher le débat à l'Assemblée nationale et le vote sur le budget. Alors j'espère que ça s'arrêtera à jamais 2 sans 49.3 et que ça ira pas jusqu'à jamais 2 sans 49.4. La loi sur l'assurance chômage, c'est absurde. Faire croire aux gens dans ce pays que le problème du chômage, c'est les chômeurs, c'est absurde. Si on ramène le nombre d'emplois non pourvus au nombre de chômeurs, c'est un pourcentage extrêmement faible. Donc le problème du chômage, c'est pas les chômeurs. Et c'est absurde aussi parce que quand on est au chômage, c'est parce que on peut avoir des indemnités qui nous permettent de vivre correctement, qu'on peut commencer à se former, à se projeter dans une autre carrière professionnelle. Donc c'est une loi, à mon avis, absurde, cruelle, injuste et contre-productive. Un projet un peu plus dans le futur. Marcher sur Mars, c'est pas mal, non? Marcher sur Mars, ça vous plairait ça? Pourquoi pas? Non, mais je trouve que la question de la conquête, de l'exploration spatiale, sont des questions qui sont des questions politiques, mais qui, à mon avis, sont des questions qui intéressent beaucoup de gens. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, ici, on reste les pieds sur terre. Et ma question rituelle, c'est quelle est votre région de prédilection? Plutôt PACA ou ARA? Plutôt Provence ou Auvergne, là où vous êtes né? Moi, c'est difficile à choisir. J'ai fait beaucoup de régions. J'ai un attachement particulier à la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous avons ici un représentant, plutôt la partie Rhône-Alpes. Moi, j'ai grandi dans la Drôme. Et puis j'ai passé pas mal de temps à Toulouse, donc l'Occitanie aussi, avec sa diversité des paysages, la mer, la montagne, je trouve que c'est une très belle région. Alors une fois n'est pas coutume, on commence par une question mobile cette semaine qui vient de votre nouvelle région de prédilection. Allez, on l'écoute. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Manuel Bompard, vous êtes élu depuis le mois de juin dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. À Marseille, c'est la circonscription dans laquelle était élu avant vous Jean-Luc Mélenchon. Les Marseillais, souvent, se sont plaints de ne pas le voir assez présent dans sa circonscription, de ne le voir que de façon épisodique. Est-ce que vous, dans la même fonction aujourd'hui de député, vous envisagez de vous rendre régulièrement sur le terrain à Marseille ?
Ah, voilà une question claire de Guilhem Riccavi, directeur de la direction de la Provence. Alors la réponse va être Est-ce qu'il va vous voir? Mais il me voit déjà. Moi, je suis bien évidemment à Marseille une fois par semaine, plutôt en fin de semaine, parce que ce qu'on attend d'un parlementaire, c'est aussi de siéger, de participer au débat à l'Assemblée nationale, de porter des amendements. Mais on attend aussi d'un parlementaire, bien évidemment, de faire le travail de lien avec sa circonscription, avec les habitantes et les habitants qui l'ont élu. Et donc oui, effectivement, il me voit. Pour le reste, après l'émission, vous partez à Marseille? Ouais, j'y pars ce soir, mais en ce moment, avec l'examen budgétaire, moi je suis membre de la commission des finances, il y a aussi beaucoup de travail à l'Assemblée, et je pense qu'on attend aussi de ces élus qui participent et qui fassent le travail à l'Assemblée. Pour le reste, vous savez, s'il y avait tant de Marseillais que ça qui avaient reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas être suffisamment présent, on aura du mal à comprendre pourquoi il a fait 54% des voix à l'élection présidentielle dans sa circonscription et pourquoi j'ai été élu avec plus de 70%. Le meilleur, je crois. Un des meilleurs. Un des meilleurs, oui. C'est le meilleur au niveau national. Allez, autre figure imposée, la question cash. Et c'est Delphine Blanchard qui vous la pose. Oui, Monsieur Bompard, je me suis penchée dans mon dictionnaire, je suis allée regarder ce que insoumis signifiait. Ça signifie qui est révolté contre l'autorité de fait. Je voulais savoir si on pouvait mener une politique basée sur la révolte et le désordre. Et le désordre, il est également dans votre propre parti, puisqu'il y a une nouvelle organisation qui va avoir lieu d'ici 15 jours. Bon, le désordre, j'ai plutôt l'impression en ce moment que c'est le résultat de la politique mise en place par Emmanuel Macron. Le désordre sur le carburant, l'incapacité des gens à faire face à l'explosion des prix, le désordre à l'Assemblée nationale, son incapacité à convaincre une majorité de voter ses propositions de loi. Donc s'il y a quelqu'un qui est responsable du désordre, moi j'ai jamais fait la politique du désordre. LFI met un tout petit peu d'huile sur le feu, parfois. Mais la France Insoumise, comme la NUP, fait son travail d'opposition. Et une démocratie, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. Donc j'observe que depuis plusieurs mois, on reproche à l'opposition d'être une opposition. Mais l'opposition, elle n'est pas là pour voter des textes de loi de la majorité, sinon elle participe de la majorité. Vous voyez, donc pour le reste, moi, j'ai jamais théorisé le désordre, pas du tout. Par contre, la révolte face aux injustices, oui. Monsieur Bompard, on vous a souvent reproché, en revanche, d'être une opposition qui alimentait le désordre à l'Assemblée nationale. Non, enfin, moi, je sais certains ont essayé de construire une théorie sur l'idée que nous serions des semeurs de désordre. À l'Assemblée nationale, nous prenons la parole, nous défendons des amendements, certains sont adoptés, dans ce cas-là c'est très bien, sauf que le 49.3 arrive après pour les balayer d'un revers des mains, d'autres ne sont pas adoptés, on mène un débat qui est un débat argumenté. Mais après, je ne vais pas biaiser la question, on ne prendra pas des mots doux pour décrire des réalités qui sont des réalités brutales dans ce pays. Donc oui, nous avons et nous assumons de porter à l'Assemblée nationale la parole de celles et ceux qu'on n'entend jamais et de le faire avec des mots cash, en disant les réalités telles qu'elles sont. Il ne faut pas compter sur nous pour édulcorer les choses, ça on ne le fera pas. Mais le désordre, non, c'est un affrontement d'idées, un débat argumenté auquel nous nous astreignons et que nous allons continuer à mener à l'Assemblée nationale. Et l'ordre dans votre parti, oui, on parlait plutôt du désordre interne. Vous allez le remettre un petit peu. Adrien Quatennens, par exemple, que va-t-il devenir? Mais attendez, il n'y a pas de désordre dans le parti de la France Insoumise. Il n'y a pas eu de structure jusqu'à présent, ça a été un mouvement gazeux. Un mouvement gazeux, a dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il devient plus solide? Non, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé le dépassement de la forme parti pour essayer de construire quelque chose d'autre. Et nous assumons avec Jean-Luc Mélenchon de dire que nous essayons de construire autre chose qu'un parti politique traditionnel, organisé de manière traditionnelle, avec ses structures pyramidales. On essaye de fonctionner autrement. Il y a bien un chef, finalement, quand même. Mais il y a des directions politiques dans les organisations politiques, c'est normal. Enfin, si vous connaissez une organisation... Il y a une direction, mais pas forcément des nominations. Vous-même, on est bien en peine de dire quel est votre titre au sein de LFI. Alors, à la France Insoumise, il y a une structure nationale qui s'appelle... pour l'instant, vous m'avez présenté tout à l'heure comme ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'était le cas, et comme député des Bouches-du-Rhône, c'est le cas également. Mais au sein de LFI. Oui, mais je vais répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai été directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et je suis membre d'une structure qui s'appelle la Coordination des espaces du mouvement, qui a été mise en place en 2019, qui réunit des représentants des différents, ce qu'on appelle chez nous les espaces du mouvement, le groupe parlementaire, sa délégation au Parlement européen, le programme, les mobilisations sociales. Il y a des espaces dans lesquels il y a des militantes et militants qui s'engagent et qui proposent des représentants au sein de cette coordination des espaces. Excusez-moi, mais ce titre
qu'il est un petit peu nébuleux. Est-ce que par exemple, est-ce que la volonté de LFI dans ce mois de novembre, c'est quand même de donner un peu plus de lisibilité, y compris aux militants qui peuvent se sentir un peu perdus au sein de cette organisation? Mais il ne s'agit pas de donner davantage de je ne sais quoi. Il s'agit de dire que la France insoumise, elle a connu une croissance qui est une croissance très importante. On a fait 19,5% des voix à l'élection présidentielle 2017, on a fait 22% en 2022. On avait 17 députés dans la mandature précédente, on en a 75 aujourd'hui. On a près de 4000 groupes locaux qui sont constitués par des insoumises et des insoumis. Tout ça, ça nous donne des défis qui sont des défis nouveaux. Est-ce que ces groupes locaux ont pas besoin d'avoir des sièges, plutôt que de faire le coup de poing à chaque élection, d'avoir des structures un peu plus formées? Je ne sais pas si c'est des structures dont les gens ont besoin, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a en ce moment une réflexion au sein de la France insoumise sur comment on permet à ces groupes locaux d'avoir davantage de moyens pour mettre en place leurs initiatives, sur comment on fait davantage de formation, par exemple, parce que une des contraintes ou un des défis d'un mouvement comme le nôtre, c'est qu'il a vu arriver dans le cadre de la campagne présidentielle des dizaines de milliers de nouvelles personnes, en particulier des jeunes, les jeunes qui ont voté à 50% pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui nous ont rejoints, qui sont venus nous aider et qui sont en attente, on demande d'avoir des structures de formation, de pouvoir se renforcer, préciser leur argumentaire. Donc on a plein de défis qui sont devant nous, moi je le conteste pas, mais il faut arrêter de voir ces défis comme étant la volonté de corriger quelque chose qui n'était pas bien. Le mouvement de la France insoumise, il a fait ses preuves dans ses résultats électoraux. Oui, mais il n'a pas encore gagné, donc non, visiblement il y a encore matière à travailler. C'est certainement, bien évidemment, il faut continuer à progresser, mais on n'a pas à rougir du bilan qui a été le nôtre. Donc maintenant on cherche à améliorer les choses pour faire en sorte que demain, le poste de coordinateur qu'occupait Adrien Quatennens, il est gardé jusqu'à son retour? Non, mais Adrien Quatennens, il est en retrait de sa fonction de coordination politique, donc pour l'instant il n'y a pas de coordinateur au sein du mouvement. Il est en arrêt maladie, c'est ça? Pardon? Il est en arrêt maladie. Là, il est en arrêt maladie du point de vue de l'Assemblée nationale et il s'est mis en retrait. Des nouvelles? J'ai des nouvelles, ça m'arrive d'en avoir, oui, bien évidemment. Après, c'est à lui de dire à quel moment il se sentira apte à reprendre le travail parlementaire. Quand on est en arrêt maladie, c'est qu'il y a donc un médecin qui reconnaît que vous n'êtes pas en capacité de faire votre Donc votre vous souhaitez qu'il reprenne le travail parlementaire? Bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, je souhaite que quand Adrien Quatennens ne soit plus en arrêt maladie, il puisse revenir à l'Assemblée nationale. Et LFI en tant que coordinateur? Ben ça, comme vous le savez, on est en train vous l'avez dit vous-même, de réfléchir à des réorganisations dans lesquelles il n'est pas certain que la fonction même de coordinateur soit maintenue. On est en train de travailler à une structure un petit peu différente dans son organisation. Donc vous verrez ça dans quelques jours. Dans quelques jours. Allez, on rentre dans le vif des sujets et c'est Mathieu Perrineau qui vous pose la question éthique. Lundi, le Rassemblement national a voté la motion de censure portée par la NUP, par votre mouvement. Un coup politique qui a fragilisé les Républicains en les poussant vers la majorité présidentielle, mais qui a aussi semé une belle pagaille dans vos troupes. D'où ma question, dans cette histoire, est-ce que la NUP n'a pas rendu un grand service au RN? Est-ce que vous n'êtes pas un peu les dindons de la farce? Non, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, quand vous dites dans vos troupes, vous savez, à la France insoumise, personne n'est mal à l'aise avec la situation qu'on est en train de vivre. Quand vous avez... PS+. Je parlais de la NUP. Vous parliez de la NUP. Ça, on pourra en parler. Il y a un débat manifestement stratégique sur ce sujet. Ça, c'est une évidence. Moi, je lui donne pas une importance fondamentale, mais on y reviendra, j'imagine. Écoutez, il faut être très clair. Le gouvernement utilise l'article 49.3, 2 reprises la semaine dernière, une 3e fois cette semaine, peut-être une 4e ce soir, on va voir. Et quand le gouvernement utilise l'article 49.3, les parlementaires ont une possibilité d'utiliser une motion de censure. Quand on dépose une motion de censure, on dépose une motion de censure avec la volonté qu'elle puisse être votée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Sinon, il ne faut pas déposer de motion de censure. Quand on dépose une motion de censure, c'est pas pour faire semblant. Quand on dépose une motion de censure, c'est qu'on pense que ce que fait le gouvernement est grave et que donc il faut censurer le gouvernement. Et il faut lui envoyer un signal politique extrêmement clair. À partir de ce moment-là, faire un procès à des parlementaires de la NUP, parce que la motion de censure qu'ils ont déposée eux-mêmes a été votée par des parlementaires du Rassemblement national, en donnant le sentiment que finalement c'était comme si on était prêt à gouverner ensemble, c'est un procès qui est complètement absurde, qui est extrêmement cynique et qui est insupportable et inacceptable. En France, contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne, par exemple, quand vous déposez une motion de censure, vous n'avez pas besoin de dire quelle serait votre majorité alternative. Alors que ça existe dans d'autres pays. Oui, en Espagne aussi. En Espagne, en Allemagne, en Belgique, ça n'existe pas en France. Donc en France, quand vous déposez une motion de censure, c'est pas parce que différents partis politiques votent cette motion de censure que vous avez un accord ou que vous avez une volonté de gouverner ensemble. Jamais. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec celles et ceux qui se sentent mal à l'aise vis-à-vis de cette situation. Et moi, ce que j'observe, c'est que le gouvernement a été extrêmement fragilisé, que c'est la motion de censure
censure qui a reçu le plus de voix depuis le début de la mandature, et que donc le gouvernement est dans une impasse. Et comme le gouvernement est dans une impasse, il essaye de contre-attaquer en faisant ce procès. Pas gêné du tout de lancer auprès de l'opinion ce signal comme quoi, en fait, vous votez ensemble avec l'extrême droite et la NUPES. Mais la NUPES est fragilisée. Mais attendez, on parle de signal politique et vis-à-vis de l'opinion. Mais monsieur, est-ce que quand le gouvernement a fait adopter au mois de juillet sa loi sur le pouvoir d'achat, est-ce que quelqu'un ici a dit que si cette loi a été votée, c'est parce que le Rassemblement national l'a votée avec les macronistes? Sûr que si. Est-ce que quelqu'un a posé la question aux macronistes de savoir s'ils étaient gênés du fait que leur loi est passée avec les voix du Rassemblement national? Est-ce que quelqu'un a fait le travail? Est-ce que quelqu'un a fait le travail que j'ai fait d'analyser l'ensemble des scrutins publics qui ont été réalisés à l'Assemblée nationale en juillet et en août et qui dit que le Rassemblement national a voté davantage avec les macronistes qu'avec la NUP et que les macronistes ont voté davantage avec le Rassemblement national qu'avec la NUP? Personne ne fait ce travail. Pas sur un sujet comme la motion de censure. Est-ce que vous comprenez, par exemple... Non, mais sur les textes de loi, c'est très important. C'est plus important que la motion de censure. Je vais citer Claude Malhuret, qui est sénateur de l'Allier, président... Ah oui, dont je connais la modération. Au Sénat. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, même combat. Et du coup, voilà, cet état de fait... Oui. Je me rappelle très bien de cette personne, au moment du Covid, il avait pris à partie Jean-Luc Mélenchon au sein du Sénat en disant que M. Mélenchon disait n'importe quoi sur la 2e ou la 3e vague de Covid. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On est à la 8e, je crois. Donc vous savez, les leçons de M. Malhuret, je pense qu'il vaut mieux qu'il les garde pour lui. Comme vous disiez, il y a un débat au sein de la NUPES concernant les prochaines motions de censure. Là, la prochaine qui sera votée présentée dans quelques jours, vous la portez LFI, mais elle n'est pas signée ni par le PS ni par les écologistes, qui s'interrogent encore à l'heure actuelle à savoir s'ils vont la voter. Olivier Faure, dans Libération, disait qu'il y avait un risque de banalisation de l'outil et qu'il fallait peut-être le réserver à des actes plus solennels. Est-ce que vous comprenez au moins cette réflexion? Je respecte son point de vue, je le comprends, mais c'est pas le mien parce que je pense que ne pas déposer de motion de censure alors que le gouvernement utilise un 49.3 revient, de mon point de vue, à envoyer le signal que c'est pas très grave d'utiliser le 49.3 et que donc on n'y répond pas. Et je pense que c'est le point de désaccord qu'on a avec Olivier Faure. Pour le reste, Olivier Faure, il dit aussi dans cet article que lorsque les textes de loi vont revenir en 2e lecture à l'Assemblée nationale, en lecture définitive, on déposera en commun l'ensemble des députés de la NUP de nouvelles motions de censure. D'ici là, il va y avoir d'autres utilisations de l'article 49.3. Et on a une divergence stratégique sur la manière d'y répondre. Elle me paraît pas dramatique. Et je pense vous regretteriez qu'ils ne la votent pas? Ils prendront leur décision. Moi, je la dépose. Donc, à partir du moment où je la dépose, et je fais partie de ceux qui la déposent, je préfère qu'ils la votent. Mais après, vous ne mettrez pas d'éléments excluants au sein de cette motion pour que le RN ne se sente pas... Mais enfin, je ne sais pas, parce que ça, c'est l'autre procès qui nous a été fait. Donc franchement, à un moment, notre travail, c'est quand même de nous appuyer sur des faits, pas sur des mensonges. Donc, quand le président de la République vient à la télévision pour dire la NUP a modifié sa motion de censure pour que le Rassemblement national la vote, c'est précisément faux. Et c'est pas seulement Manuel Bompard qui vous le dit. Je participe des réunions de l'intergroupe NUP. Cyrielle Châtelain, qui est la présidente du groupe écologiste, dit la même chose. Boris Vallaud, qui est le président du groupe socialiste, dit la même chose. L'ensemble des présidents de groupe, de tous les groupes de la NUP, disent ça. Donc M. Macron, faut pas qu'il raconte n'importe quoi comme il est en train de le faire. Donc vous l'avez bien écouté, le président? Ah, je l'ai très bien écouté. Ce mercredi. Delphine a une question à ce sujet, parce qu'elle l'a bien écouté également. Voilà, j'ai écouté, j'ai vu que vous aviez tweeté en même temps. Je voulais revenir sur la proposition que Emmanuel Macron a faite sur les médecins retraités qui pourraient, dès le jour suivant la retraite, pouvoir retravailler parce qu'il y a besoin, parce que l'hôpital est en crise. LFI, face à cet hôpital, face à ces soignants qui ont vraiment le blues en ce moment, quelles sont les propositions très 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 concrètes? Évidemment, on veut mettre plus d'argent, mais comment on fait? Non, mais je vais vous répondre à votre question, mais d'abord, je fais observer que c'est dommage qu'on puisse pas avoir ce débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Or, quand le gouvernement utilise l'article 49.3 après même pas une journée de débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, précisément, il empêche qu'on puisse avoir le débat sur comment on répond à la situation extrêmement difficile dans laquelle se retrouve notre système de santé. Pour le reste, nous avons publié il y a une dizaine de jours un document qui est le résultat d'une commission d'enquête citoyenne qu'on a menée, les députés de la France Insoumise, partout en France. On est allé à la rencontre des soignants dans les hôpitaux et qui compile un certain nombre d'éléments de diagnostic, de constats et de propositions. Les propositions, c'est bien évidemment des propositions pour renforcer le financement de l'hôpital public et sortir d'un système qui a été mis en place progressivement, qui est le système
système de la tarification à l'acte. Alors on a commencé à tourner un petit peu dans une autre direction ces dernières années, mais il faut en sortir définitivement, premièrement. Deuxièmement, d'aller vers le fait de répondre aux revendications des soignants depuis maintenant des années et des années, avant même la crise du Covid, mais personne ne les écoutait à l'époque pour avoir davantage de lits, avoir davantage de personnel et des meilleures conditions de travail. Donc c'est du financement, excusez-moi, vous me dites. C'est pas que le financement, mais le financement ça compte quand même. Il y a quand même eu un Ségur entre les deux, quand même. Oui, il y a eu un Ségur, c'est vrai. Une augmentation de 100 à 400 euros par mois, des investissements sur que personnellement je juge insuffisante. Oui. Et que je ne suis pas le seul, il me semble, à juger insuffisante pour avoir rencontré un certain nombre de personnels soignants, qui par ailleurs a exclu un certain nombre de personnes qu'on appelle les oubliés ou les exclus du Ségur, qui ont des professions, qui sont des professions en particulier du médico-social, qui souvent ont été laissées de côté. Nous avons proposé de nombreux amendements à l'Assemblée nationale pour dire il faut inclure ces oubliés du Ségur dans le Ségur. Le gouvernement l'a refusé. Ensuite, il y a une autre question dans ce que vous posez, j'essaye d'être le plus complet possible, qui est la question des déserts médicaux. Bon, nous, notre proposition, c'est de travailler à des médecins fonctionnaires qui, en échange de la prise en charge par l'État de leurs études, puissent aller s'installer dans des zones de tension d'un point de vue médical, comme ça existe dans d'autres corps de la fonction publique, où les études, en échange de ces études, on doit donner un certain nombre d'années à l'État. Voilà. Donc ça, c'est une proposition, par exemple. Et une dernière que je mets sur la table, parce que c'est intéressant qu'on puisse parler de nos propositions, c'est d'aller vers le système de soins à rembourser à 100% en intégrant les mutuelles dans le système de la sécurité sociale. Ça existe dans certaines parties de la France, issues du Concordat notamment. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser à l'ensemble du territoire. Allez, on va avancer. On va parler sécurité tout court et pouvoir d'achat avec notre rubrique Extra. La suite. Et avec Extra, on plonge dans des thématiques extra-locales sur des thématiques plus nationales. Et pour démarrer, voici un résumé de la semaine vu de nos régions et vu par Roselyne Pagès. Regardez. Encerclé, le pompier est projeté à terre et molesté. 3 de ses collègues subissent le même sort. Il s'apprêtait à secourir un jeune homme lors d'une intervention sur une manifestation lycéenne. Nous sommes à Tours, aux abords du lycée Balzac, et très vite, la vidéo devient virale. Sur les réseaux sociaux, l'émoi est vif. Pour une catégorie de la population, c'est comme si nous étions nous-mêmes l'État, représentants de l'État. Ils s'autorisent à déverser leur haine sur nous. Des pompiers pris pour cible, le phénomène s'amplifie au niveau national, avec une hausse de 30% des agressions physiques en 2021. En Indre-et-Loire, les chiffres restent dans la moyenne, avec le dépôt d'une douzaine de plaintes pour 34 000 interventions. On a une forte identité et on ne va pas nous bousiller notre pays pour la racaille. C'est une commune bretonne plus que jamais divisée. À Callac, un projet d'accueil pour migrants fait des remous, des tensions et une brèche dans laquelle s'engouffre Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Il est hors de question, mes chers amis, hors de question que nous ne laissions faire cette politique du gouvernement qui vise à remplacer nos familles par des migrants. Nous voulons des enfants et non pas des migrants. Entre les forces de l'ordre et les opposants au rassemblement d'extrême droite, le face-à-face est tendu, tout comme l'ambiance de ce village d'à peine plus de 2200 habitants qui accueille déjà des réfugiés. On voit que les enfants, ils sont intégrés, ils font du patin, ils font du foot. Ça se passe très très bien. C'est pour ça que tout ce qui se passe là autour de Callac, ça nous contrarie énormément. Avec cette livraison, Viviane est parée pour affronter l'hiver. Mais pour ses 1000 litres de fioul, elle a mis le prix. Là, j'ai 2 cuves de 1000 litres et je viens de faire remplir une de mes cuves. C'est 75 centimes de plus. 75 centimes de plus au litre. Et pourtant, la facture aurait dû être beaucoup plus salée. Grâce à une commande groupée, initiée par la mairie d'Ebbville, le compteur s'affole un peu moins. On a fait des formulaires pour les administrés de façon à ce qu'ils demandent ce qu'ils avaient besoin et puis voilà, au lieu d'un 74 à peu près, ça fait les gens vont payer 1,55 €. En un an, les tarifs du fioul se sont envolés de plus de 70%. On a différentes thématiques là, entre le pouvoir d'achat, le fioul et puis les pompiers agressés à Tours, ainsi que ces migrants à Callac. Il y a un sujet sur lequel vous voulez rebondir en particulier ? Celui qui me semble être
celui qui résonne avec le plus d'aspiration, on a des Françaises et des Français, c'est les difficultés liées à l'explosion des prix, en particulier le prix de l'énergie. Et on sait que cette problématique, c'est pas une problématique qui est derrière nous. Alors vous parliez des textes votés. Ça, c'est un texte que vous avez voté avec les LR. Et le là, vous parlez de l'amendement sur le fioul. De 230 millions. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà. Et je pense que c'était une bonne chose de l'avoir fait, d'ailleurs. Donc le social prime sur l'écologie, finalement. Non, je crois pas, mais si on pense qu'on va répondre à l'urgence climatique et écologique en disant à des gens aujourd'hui qui, parce qu'on les a pas aidés à sortir d'un système, le chauffage au fioul, sont dans une impossibilité à faire face à l'explosion des prix, je vais pas leur dire, débrouillez-vous, fallait changer avant. Bon, voilà, il faut être un peu raisonnable. Donc, bien évidemment qu'il faut avoir en même temps des politiques pour faire face à cette situation sociale et économique qui est très difficile pour des centaines, des dizaines de millions de Françaises et de Français, et en même temps avoir des politiques de planification, de transition d'un modèle énergétique, et un modèle énergétique qui n'est pas compatible aujourd'hui avec le respect de nos limites planétaires. C'est une évidence. Mais vous n'allez pas dire aux Français qui n'ont que leur voiture pour aller travailler, maintenant il va falloir payer 2 fois plus le carburant, parce que vous connaissez très bien le résultat, c'est qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir aller travailler. Vous n'allez pas dire à des gens qui n'ont que ça pour se chauffer, vous n'allez pas vous chauffer. Donc il faut des mesures de soutien. Cette ligne de crête, elle est quand même extrêmement ténue. Entre aider les gens à s'en sortir et puis opérer le bouleversement. Je comprends votre question, mais honnêtement, je ne crois pas que ça soit une ligne tenue. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des chaudières au fioul. Et ils ont besoin de les utiliser pour se chauffer cet hiver. Est-ce qu'il ne faut pas les aider justement à peut-être changer leur chaudière plutôt que Bien sûr, mais vous savez très bien que vous n'allez pas la changer. Vous n'allez pas les changer en 2 minutes. Donc bien sûr qu'il faut les aider à changer. Mais tout ça, ça prend du temps, ça se planifie, ça se cadence dans le temps. On ne va pas claquer des doigts comme ça pour que toutes les personnes qui ont une chaudière au fioul, dans 2 jours, ils ont un autre mode de chauffage. C'est impossible. Donc il faut bien évidemment faire cette C'est un reproche que vous pourriez faire à certains écologistes de ne pas prendre en compte suffisamment la réalité des gens. Je crois qu'ils la prennent en compte. Après, il peut y avoir dans les discours, des fois, des éléments qui peuvent être des expressions qui sont maladroites. Mais je ne sais pas aux écologistes que je vais reprocher de se battre depuis des années pour qu'on parle enfin du réchauffement climatique. Parce que, pardonnez-moi, si j'ai des reproches à faire, c'est davantage à celles et ceux qui, pour l'instant, la question climatique et écologique ont toujours considéré qu'elle était secondaire et qu'il fallait la renvoyer aux calendes grecques. Et donc, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, ce qui fait la transition avec un autre sujet, même si c'était pas le sujet directement abordé. Les pompiers agressés, c'est insupportable, bien évidemment. Mais je pense que tout le monde a mesuré cet été à quel point nos pompiers, qui sont sans doute pas suffisamment équipés d'ailleurs, étaient indispensables. A fait des annonces aujourd'hui. J'espère que ce seront des annonces qui iront dans la bonne direction, parce que malheureusement, les épisodes climatiques extrêmes, comme ceux auxquels on a assisté cet été, vont se poursuivre. Et en particulier dans la région dans laquelle je suis élu, le sud-est de la France, dont on sait très bien que, en tout cas c'est ce que disent tous les météorologistes ou les climatologues, qu'on peut s'attendre à des événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier. Donc on a besoin de pompiers, on a besoin de sécurité civile, qui soient mieux équipés, qui soient mieux dotés, mieux reconnus, mieux considérés, et certainement pas agressés comme ça a été le cas. Ce pompier agressé, il était dans votre région. Oui, c'est ça, c'était à Tours. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi on en arrive là? Je vous parlais tout à l'heure, vous allez dire que c'est une marotte, on parlait de désordre, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'à un moment la révolte est tellement grande qu'on arrive à s'en prendre à des pompiers qui sont là pour sauver les citoyens? Ça semble dingue d'en arriver là. Je peux essayer de le comprendre, mais d'abord il faut dire que personnellement j'ai jamais considéré que quelque violence, quelle qu'elle soit, puisse faire partie d'une stratégie qui soit une stratégie pour faire changer les choses. Voilà, j'ai jamais considéré ça. On l'a toujours dit, on a essayé de nous caricaturer des multiples fois sur le sujet, on a toujours été extrêmement clair sur ce sujet. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que l'injustice génère du désordre. Et que si vous voulez faire en sorte que les choses soit dans l'ordre, il faut faire en sorte qu'il y ait de la justice. Parce que quand on a l'impression qu'on est dans une situation d'injustice, ça peut produire du désordre. Je pense qu'il y a
il y a un problème aujourd'hui de déconnexion, de détachement entre ce qui apparaît comme étant la puissance publique, l'État, le pouvoir en place et les citoyennes et les citoyens. La question, c'est comment on y répond, parce qu'on n'est pas juste des observatrices et des observateurs. Donc il faut rétablir ce lien de confiance. Donc il faut valoriser le travail qu'ont fait les pompiers. Donc en matière policière, par exemple, puisque c'est un sujet lié en matière de questions de sécurité, à mon avis, privilégier davantage des effectifs de proximité plutôt que des effectifs de flagrance. Aller plutôt investir dans la police judiciaire, dont vous avez tous suivi qu'il y a un mouvement aujourd'hui de la police judiciaire qui conteste une réforme gouvernementale, donner davantage de poids, d'importance, d'effectifs, de moyens à la police judiciaire pour aller démanteler les réseaux, pour aller remonter les réseaux, pour faire du travail d'enquête et pas être seulement dans le spectaculaire, les chiffres, pour ensuite pouvoir venir comme M. Darmanin à la télévision pour dire, vous voyez... du ministère de l'Intérieur, avec une hausse spectaculaire du nombre de policiers qui vont, et notamment du policier dans la rue, c'est comme ça qui est exprimé, ça ne vous satisfait pas? C'est du spectacle pour vous? Je dis juste, la question, elle ne peut pas se réduire à plus de police. Est-ce qu'il faut davantage de moyens? De mon point de vue, oui. Mais ça suffit pas. La question, c'est ensuite où on met ces moyens. Il y a une question de doctrine. Il y a une question de refonte d'un certain nombre de dérives du corps policier aujourd'hui, qui a une responsabilité dans la déconnexion et dans la rupture du lien avec la population. Écoutez, franchement, depuis le début de l'année, on a eu combien de refus d'obtempérer qui se traduisent par la mort? On accepte ça comme ça sans rien dire? Alors bien évidemment, c'est pas normal de refuser d'obtempérer. Mais en France, le refus d'obtempérer, c'est pas passible de la peine de mort. Donc il y a des questions qui sont posées. Est-ce qu'il faut alourdir la réponse judiciaire quand un pompier ou un policier ou un gendarme est pris à partie par rapport aux agresseurs? Est-ce qu'il faut alourdir la réponse judiciaire parce qu'il représente l'État? Sauf erreur de ma part, c'est déjà le cas. Donc je pense pas personnellement que la réponse c'est toujours c'est parce que les sanctions sont pas assez fortes, c'est parce qu'il y a du laxisme, etc. Je crois pas du tout ça. Je pense que il peut y avoir des problèmes de fonctionnement de la justice, d'engorgement des dossiers, de délai de traitement. Ça, c'est des difficultés qui sont des difficultés certaines. Mais je ne crois pas, comme l'a été dit une fois dans une manifestation devant l'Assemblée nationale par les syndicats de police Alliance, que le problème de la police, ce soit la justice. Voilà, je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut faire en sorte que notre police soit plus efficace. Bien sûr qu'elle ait plus de moyens, mais qu'il y a des éléments à changer en profondeur dans le fonctionnement de la police nationale. Est-ce que vous n'êtes pas interpellé quand même par ce qui semble surgir de la société, des gens qui font justice eux-mêmes, comme à Roanne, d'autres qui réclament une justice expéditive? Je ne citerai pas un célèbre animateur télé. Ça vous fait réagir? Forcément, je pense que ça fait réagir tout le monde. On sent bien qu'on est dans un moment, qu'il y a un moment de tension, où les choses se crispent, et on sait bien que ça peut produire des retours à des politiques basées sur les instincts les plus immédiats et les plus primaires. Mais notre responsabilité en tant que responsable politique, c'est essayer de voir comment on traite ça pour justement que ça soit pas la loi du plus fort, la réponse individuelle qui l'emporte, et que ça soit la réponse de la société. Et ce qu'on a vu là dans le reportage, c'est à quel point vous allez avoir des semeurs de haine qui vont essayer d'aller récupérer n'importe quelle situation particulière locale pour essayer d'envenimer encore la situation. Donc vous me posiez la question, moi je suis pas là pour envenimer la situation, je suis là pour essayer de proposer une alternative qui est une alternative tranquille, calme, pacifique, face à un pouvoir qui, de mon point de vue, génère du désordre. Voilà, et j'aimerais que le débat ait lieu en ces termes. Je reviens sur l'interrogation de mon confrère, l'état de droit qui est remis en question régulièrement, un peu fragilisé. Pour vous, c'est toujours la bonne réponse? C'est l'immédiateté de la société, les réseaux sociaux qui le mettent en défaut, cet état de droit, mais c'est toujours la bonne réponse actuellement? Alors, j'ai pas très bien compris votre question, je crois. Qu'est-ce qui serait la bonne réponse? Est-ce qu'il faut changer en profondeur notre système? Ou est-ce que c'est la société et les réseaux sociaux et la façon... D'accord. Écoutez, je pense que la société, elle a une manière peut-être de rendre et de tendre encore plus la situation. Mais après, il ne faut pas raconter d'histoire. S'il y a des difficultés, et elles existent. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui les ont inventées. Moi, je suis élu d'une circonscription et d'une ville, Marseille, où vous avez dans certains immeubles des gens qui ne peuvent plus monter à l'étage sans demander l'autorisation aux gens qui sont en bas de la tour. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas les réseaux sociaux qui créent cette situation. Mais la question, c'est comment on y répond. Comment on fait en sorte de régler cette situation. Très rapidement.
Oui, mais surtout, ces réseaux, ils n'apportent aucune solution. Enfin, excusez-moi, vous avez vu le reportage sur la question de l'accueil de quelques migrants dans cette ville de Bretagne, où la personne qui est interrogée vous dit bah ça s'est bien passé avant, on a faire des efforts, et vous avez les représentants du parti de M. Zemmour qui connaissent même pas la commune et qui viennent là pour essayer de montrer que c'est un problème. Est-ce que la difficulté, Manuel Bompard, c'est pas que la gauche a du mal à finalement apporter ses réponses sur ces questions-là, et que ça fait le lit de la droite et de l'extrême droite? Je sais pas, moi je pense avoir fait la démonstration là, dans le temps qui nous est imparti pour parler de ce sujet, que face au projet en matière de sécurité qui est celui du président de la République et de M. Darmanin, j'ai un projet, et nous avons un projet qui soit un projet alternatif. Voilà, je pense que mais qui a du mal à porter, disons-le. Ben, je sais pas s'il a mal à porter. Je pense qu'on a quand même, on est quand même sorti en tête du premier tour des élections législatives, la NUP. Donc bon, notre projet, il a un certain écho. Le Rassemblement national a 89 députés, plus que vous, par exemple. Bah pas plus que la NUP, qui en a 151 députés. Et je voyais ce matin encore un sondage qui disait que face à Emmanuel Macron, la première alternative, c'était les forces de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc oui, je vous dis pas que l'extrême droite représente les 2/3 justement de cette alternative. Ouais, on peut voir du contraire, ils sont pas toute la gauche quasiment. Oui, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas alliés aujourd'hui. Peut-être que ça sera le cas demain. Enfin, c'est-à-dire que la gauche encore n'est pas majoritaire. Non, mais, je vous mets à l'aise. Je suis pas en train de vous dire que tout est parfait. Je suis pas en train de vous dire qu'on a totalement réussi tout ce qu'on faisait. Je suis pas en train de vous dire qu'il ne reste pas du travail et du pain sur la planche. J'ai aucun problème. Donc, est-ce qu'on peut convaincre davantage que, y compris en matière de sécurité, nous avons un projet alternatif qui est un projet alternatif sérieux, crédible et qui aura des résultats, contrairement aux politiques qui sont mis en place depuis des années et des années. Moi, ça fait des années que j'entends, c'est parce que les sanctions sont pas suffisamment fortes, ça fait des années que j'entends ça. Mais sauf que c'est toujours les mêmes qui se sont succédés au pouvoir, et aujourd'hui, ils disent la même chose qu'il y a 20 ans. Mais peut-être que s'ils disent la même chose qu'il y a 20 ans alors qu'ils étaient au pouvoir, c'est peut-être que les solutions qu'ils proposaient, elles n'étaient pas efficaces. Donc moi, je propose d'autres solutions, et j'espère convaincre qu'elles sont plus pertinentes. Il fait chaud en ce moment. Hein. Il fait chaud? Ouais, pour un mois d'automne, on a jamais vu ça. Il fait chaud, je croyais qu'il faisait chaud sur le plateau. C'était une manière de le dire que... Et l'inflation aussi, ça chauffe en ce moment. On est à 6,2. Qu'est-ce qui est le plus grave, la hausse des températures ou la hausse de l'inflation? Mais les deux. Les deux, en général. Bon, mais vous ne pouvez pas opposer. Non, mais je sais bien, mais c'était aussi une façon de vous montrer les 3 unes de nos confrères, et à vous de choisir une et pas deux, justement. Oh là là. La montagne, la chasse. Chasse aux accidents, qui titre donc sur la chasse récemment. La Voix du Nord sur les aides à domicile, faudrait-il s'en passer? Et la Nouvelle République sur la fonderie du Poitou, point final. Est-ce qu'il y en a une qui vous inspire? Les trois m'inspirent, mais la fonderie du Poitou, c'est... Allez, c'est Delphine. Oui, effectivement. Jean-Luc Mélenchon était venu en juin, et les fonderies sont malgré tout fermées. J'imagine Jean-Luc Mélenchon n'y pouvait a priori rien, et a priori le gouvernement non plus. Concrètement, sur un cas comme ça, 570 salariés sur le carreau, fonderie fonde, fonderie alu, quelles seraient les propositions de LFI? Comment on pourrait faire que 570 salariés ne se retrouvent pas sur le carreau et doivent vendre aux enchères leur matériel? D'abord, je ne sais pas si le gouvernement ne pouvait rien faire pour empêcher cette situation. Ces fonderies-là, elles ont des clients, elles ont des donneurs d'ordre, elles ont des gens qui leur passent les commandes. Et des savoir-faire uniques. Or, les gens qui leur passent les commandes, je ne sais pas si c'est le cas précisément dans le cas de la fonderie du Poitou, mais moi j'ai suivi une autre fonderie qui est la fonderie Sam dans l'Aveyron par exemple, où le principal client c'est Renault. Et Renault, l'État en est l'actionnaire principal, donc l'État peut taper du poing sur la table et dire à Renault, ces fonderies-là, ce savoir-faire, ces salariés, on a besoin de les garder sur le territoire national. LFI au gouvernement, NUPES au gouvernement, vous tapez du poing sur la table, clairement, et ces fonderies-là ne ferment pas. Clairement. Et puis ensuite, c'est le résultat, malheureusement, d'une politique depuis des années et des années maintenant, où on a considéré que le tissu industriel français, il n'était pas indispensable. Je me rappelle qu'on théorisait même une économie qui était une économie de service, où la base industrielle, on allait la mettre ailleurs parce que c'était polluant, c'était pas beau à voir dans les villes, et valait mieux les envoyer ailleurs, et qui a donné lieu à des conséquences politiques, des délocalisations. Or, cette base industrielle-là, elle est indispensable. Excusez-moi, je m'arrête là, mais si on veut faire la transition écologique, vous m'interrogiez là-dessus tout à l'heure, si on veut faire 100% d'énergie renouvelable, c'est une proposition que nous avons en 2050, il faut une base industrielle pour y parvenir. Il faut construire des machines, il faut construire des éoliennes flottantes. On va en parler, c'est notre deuxième partie. Intra, tout de suite.
Et on plonge davantage dans nos régions avec des sujets portés par nos journalistes des régions. On commence par un focus sur le centre Val-de-Loire et un gros plan sur les résidences pour autistes autonomes. Ça s'appelle Des territoires, des solutions. On en reparle après ça. Après plusieurs jours passés chez ses parents, Emma est de retour dans son studio à Avoine. La jeune femme de 23 ans vit seule dans cette résidence un peu particulière. Ici, les 16 logements ont été pensés pour accueillir des adultes autistes autonomes. Après plusieurs années passées dans un foyer de vie avec des personnes qui souffraient de divers handicaps, depuis le mois de juin, Emma est locataire de cet appartement, un lieu à elle avec sa décoration. J'aime bien rester parce que je fais des activités mieux que là où j'étais avant. Je me sens bien, je me sens à l'aise et je me fais des copains. C'est un peu comme à la maison, la cuisine, le salon qui partagent, c'est très 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 chaleureux. Elle commence vraiment à bien s'habituer au rythme et à se sentir chez elle. Pendant que la jeune femme se rend à son rendez-vous avec l'orthophoniste, non loin de là, on bricole. Des animations non obligatoires sont proposées par Franck Xavier, un animateur spécialisé dans l'autisme. Il fait partie de la quinzaine de salariés qui se relaient sur place nuit et jour pour accompagner les locataires. Par exemple, il faut les accompagner pour faire la toilette, au moins par la parole. Il faut les aider, les accompagner pour faire les courses, pour faire à manger, etc. Donc ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là qu'intervient effectivement l'association d'aide à domicile ADMR qui va salarier des accompagnants. Selon l'ADMR en Indre-et-Loire, plus de 150 autistes seraient en attente d'une place dans une structure pour adultes. Des personnes de plus de 20 ans qui restent à la charge de leurs proches ou dans des établissements dédiés aux enfants qui ne leur sont plus adaptés. ADMR, aide à domicile en milieu rural, un sujet proposé par Delphine, TV Tour et la Nouvelle République. 16 adultes atteints de troubles autistiques habitent désormais dans un habitat inclusif unique. Je vais essayer de vous faire dire du bien du gouvernement parce que c'est pas une ça va pas être simple. Ça va pas être simple, c'est pas une proposition privée. Cet habitat inclusif, c'est dans le cadre de la stratégie nationale qui a mis en place des choses pour l'inclusion et notamment 334 millions d'euros. On en revient toujours au nerf de la guerre, l'argent. Malgré tout, est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là a essayé de faire ce qu'il fallait pour ce genre d'initiative? Je vais pas, à partir d'un exemple concret, si vous voulez, donner une caractérisation générale de la politique gouvernementale sur le sujet. Mais si cette expérience fonctionne et si le gouvernement porte une responsabilité dans cette expérience, c'est bien. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas dans une opposition qui soit une opposition dogmatique ou je ne sais quoi. Il y a un sujet aujourd'hui sur, je sais pas comment on va appeler ça, l'inclusivité, la capacité des personnes porteurs ou porteuses d'un handicap de pouvoir tout simplement avoir une vie à l'école, dans le milieu professionnel quand c'est possible, de pouvoir être pris en charge, d'avoir des accompagnants. Donc bon, si ça va dans le bon sens, d'accord, mais on a encore beaucoup de travail. Voilà, je donne un exemple. Nous avons notre niche parlementaire, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire le moment où le groupe de la France Insoumise peut déposer ses propres propositions de loi à l'Assemblée nationale. Elle va avoir lieu fin du mois de novembre. Nous avons mis dedans la titularisation de ce qu'on appelle les AESH. C'est les assistants d'éducation pour les personnes en situation de handicap qui sont mal payées, pas suffisamment nombreuses, en sous-effectif, temps partiel, etc. Bon, je donne un bon point au gouvernement, mais s'il peut nous donner un bon point, peut-être que cette titularisation, elle permettrait d'avancer encore mieux dans la direction de cette inclusivité qui est indispensable. Deuxième sujet, Delphine, à proposer. Oui, sur l'affaire Lola. Sur l'affaire Lola. Effectivement. L'affaire Lola, on en a beaucoup parlé par le prisme de l'OQTF et le prisme de l'inclusion des personnes étrangères. Mais il y a aussi une autre chose. Nous, à Poitiers, il y a eu le meurtre de Marina Fuso il y a quelques années. Une jeune femme dont les parents nous ont écrit à la rédaction cette semaine pour nous dire que ça nous rappelle, ça a fait sens pour nous. Parce que Marina a été tuée par une personne qui a eu des
troubles psychiatriques. Voilà. Et donc la prise en charge des personnes qui ont des troubles psychiatriques, là aussi, ça pose question bien plus que c'est une personne qui avait une OQTF derrière elle. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'esquive pas la question des OQTF, mais vous connaissez bien la difficulté sur ce sujet, c'est que vous avez souvent des pays d'origine qui ne veulent pas forcément accueillir les personnes. Mais vous avez totalement raison de dire que un des aspects qui est totalement négligé dans ce type de drame, c'est la prise en charge des personnes qui ont des troubles psychologiques, avec un état de la psychiatrie en France aujourd'hui qui est dans un état désastreux. Moi, je suis allé il y a pas très longtemps, alors c'est dans une autre région, à Draguignan dans le Var, où il y a une unité psychiatrique, où aujourd'hui ils n'arrivent tout simplement pas à avoir suffisamment de médecins, et vous avez des personnes qui doivent être prises en charge, qui sont envoyées à 100 km de là. Je veux dire, on est dans une situation d'un point de vue de la psychiatrie depuis des années et des années qui est déplorable, et on n'en parle pas suffisamment. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas suffisamment de place, pas suffisamment de médecins, que les gens sont pas soignés parce qu'il faut être soigné, et ben vous avez des gens qui se retrouvent dans la rue, et ça peut malheureusement aussi se traduire par ce type de drame. Donc si ça permet de mettre l'accent sur cette question-là, je pense que ce serait vraiment important de le faire. Cela dit, il y a quand même un projet de loi immigration qui va bientôt être voté, et pour lequel Gérald Darmanin a dit, dans lequel il disait « Je veux rendre impossible la vie des étrangers soumis à une obligation de quitter le territoire français ». Comment vous réagissez à cette... Je trouve ça odieux. Je trouve ça odieux, des gens qui essayent de venir en France parce qu'ils sont confrontés à des difficultés économiques, qui sont confrontés à des situations de guerre. Et qui sont dans l'illégalité. Mais attendez, avant d'être dans l'illégalité, ils arrivent sur le territoire national, ils font une demande, par exemple une demande d'asile, elle est rejetée, il y a une obligation de quitter le territoire. Parfois il y a des recours. Parfois, on a le droit de pouvoir faire des recours. Et il veut réduire le nombre de recours. Et parfois, il y a des recours. Si on fait des recours, c'est parce que parfois, les recours, ils inversent la nature de la décision. En attendant le recours aussi, il veut rendre la vie des gens impossible. Enfin, qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un être humain quand son objectif politique, c'est de rendre à des gens la vie impossible, à des pauvres gens. C'est pas des gens qui sont des délinquants, c'est pas des gens qui sont, c'est des gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile et qu'ils essayent de trouver un endroit où ils peuvent reconstruire leur vie. Et l'objectif de Monsieur Darmanin, c'est de leur rendre la vie impossible. Bah désolé, je trouve ça ignoble. Voilà. Je pense qu'avoir un petit peu d'humanité aussi, des fois, c'est pas mal, même quand on s'appelle Monsieur Darmanin. Alors Julien, ça tombe bien que vous ayez la parole, puisque vous allez poursuivre vu de votre région, les Hauts-de-France, et on va reparler de Lola, qui a été enterrée. Oui, en fait, on a eu la réaction, donc je ne vais pas peut-être relancer sur la question de Lola et des funérailles de cette jeune fille. Je voulais plutôt parler peut-être des hôpitaux et de l'explosion du coût de l'énergie pour les structures hospitalières. Alors, il y a quand même eu des éléments de réponse de la part du président, et hier, des annonces de la part de la première ministre Elisabeth Borne pour essayer d'alléger la facture, notamment en janvier, quand elle doit grimper. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Non, ça l'est pas, et on est en ce moment à l'Assemblée nationale. Par exemple, on a débattu ce matin des questions de culture où on a des établissements culturels qui appartiennent à l'État qui sont confrontés à la même difficulté, des théâtres, des musées, toutes les collectivités locales sont confrontées dans l'ensemble des bâtiments qui participent du patrimoine public à une difficulté qui est intenable, qui est celle de l'explosion du prix de l'énergie. Donc, et il y a pour l'instant des dispositifs d'accompagnement par l'État des collectivités territoriales qui sont très largement insuffisants. Et c'est pas seulement moi qui vous le dis. Interrogez les associations d'élus de tous les courants politiques, pas seulement les insoumis. J'ai entendu des maires, les républicains, dire on n'y arrive pas. J'ai même des maires qui ont dit qu'ils ne paieraient pas les factures d'énergie parce qu'ils sont en capacité de les payer. Mais derrière, ça pose quand même une question, si on essaie juste de lever un peu le regard. Il y a quand même une situation qui est extraordinaire. Est-ce que ça coûte plus cher aujourd'hui d'extraire 1 litre de pétrole que ce que ça coûtait il y a 1 an ? Non. Est-ce que ça coûte plus cher de fabriquer 1 kWh d'électricité aujourd'hui qu'il y a 1 an ? Non. Donc c'est seulement une logique de marché qui produit une explosion des prix avec des acteurs privés qui en profitent, et tout le monde est mis au pied du mur. Les citoyens, parce qu'ils se retrouvent avec des factures d'énergie qui explosent. Les collectivités locales, les entreprises. Mais ça, c'est le constat, Manuel Bompard, et c'est le système. Non, c'est pas seulement le constat. Ça n'empêche pas de vouloir le réformer, mais qu'est-ce qu'on met à la place, en fait, comme mesure ? Ça n'empêche pas de travailler sur les deux. En l'occurrence, qu'est-ce que vous iriez plus loin que les annonces gouvernementales ? C'est quoi, blocage des prix ? Bah clairement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Et la question c'est, ok, vous me dites c'est le constat.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs. La guerre en Ukraine a changé la donne. Elle y a contribué, mais excusez-moi, l'explosion des prix de l'énergie, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Oui, mais là, il y a un vrai sujet. Ça a commencé bien avant. Il n'y a plus de gaz russe, enfin, il y a quand même. Ça a commencé avant. Après, vous avez raison, c'est venu renforcer encore la difficulté. Et la transformation. Mais c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Enfin, je veux dire, il y a un marché européen de l'énergie qui fonctionne n'importe comment. Ça fait des années et des années qu'on alerte sur le sujet. Le gouvernement n'a rien fait sur le sujet. Ils sont encore maintenant en train de se poser la question. Ils se heurtent à des difficultés avec les Allemands qui manifestement veulent rien changer sur le sujet. Bon, bref, on peut faire des choses au niveau, je veux dire, où est le sujet. C'est la question du marché. Maintenant, la question qui vous est posée, qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant? On donne davantage d'argent et on fait payer. C'est ceux qui en profitent. Mais c'est déjà le cas. On crée des Elisabeth Borne, il y a 12 milliards, sur les 12 milliards qui vont servir, il y a 7 milliards qui sont financés par la taxe sur les surprofits au niveau européen. Oui, mais moi j'ai proposé une taxe sur les superprofits beaucoup plus ambitieuse que celle qui est au niveau européen pour faire en sorte que ces grands acteurs-là... 10 milliards, je crois. Ça vous a fait mal au cœur, les bénéfices de Total, de 6 milliards 600 millions. Mais c'est pas que ça me fasse mal au cœur. Moi, c'est pas... Dans le sens où on peut pas les taxer, oui. Mais je sais pas, c'est une question, il me semble... Tout le monde peut comprendre que c'est une question élémentaire de justice. Vous avez des gens à qui on dit au 1er janvier, le prix de l'énergie va augmenter de 15%. Et vous allez devoir payer parce que vous avez besoin d'être chauffé, etc. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui vous disent on a multiplié notre résultat de quasiment par 2. Mais leur ristourne à la pompe est plus avantageuse chez Total. Bah, la ristourne à la pompe, elle s'arrête le 15 novembre. Je ne veux pas casser le moral à celles et ceux qui nous écoutent. Peut-être pas chez Total. Ah, on verra chez Total. C'est eux qui gagnent le plus. Écoutez, Total, ils ont fait une ristourne. Je pense qu'à un moment, il faudra regarder ça en détail parce que la vérité, c'est qu'ils ont gagné aussi beaucoup de clients avec ça. Allez, vous parlez tout à l'heure d'industrie. Justement, on va en parler. Il y a de nouvelles filières qui se créent en France. C'est Mathieu Perrineau qui va nous en parler. Absolument. Une grande nouvelle cette semaine. On va rester dans les énergies dans votre région. Absolument. C'est dans l'Allier, à la frontière de l'Allier et du Puy-de-Dôme, sur la commune d'Échassières. C'est le groupe Emeris qui a annoncé cette nouvelle, la mise en exploitation d'un énorme gisement de lithium. Ce groupe, il compte investir 1 milliard d'euros. Pour pouvoir permettre d'équiper 700 000 véhicules électriques par an pendant 25 ans à partir de 2028. Ça permettra à la France de devenir presque le champion d'Europe et en tout cas de s'émanciper du champion du monde en matière de fabrication de batteries de voitures électriques, c'est la Chine. Mais ça pose aussi des problèmes, des questions environnementales. Alors pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la souveraineté de la France ou est-ce que ça, voilà, faut aller doucement là-dessus? Écoutez, moi je ne connais pas en détail le projet dont vous parlez, donc je ne sais pas quelles sont les difficultés environnementales qu'il pose, etc. Ça mériterait d'être regardé en détail. Sur l'extraction et la consommation d'eau. C'est pas pour esquiver votre question, c'est juste pour pas dire de bêtises sur un projet précis que je ne connais pas. Pour le reste, est-ce qu'on a besoin de renforcer notre autonomie, notre indépendance? Ça me paraît évident que oui. Est-ce que pour autant il faut accepter d'être encore dans une forme d'illusion qui est qu'on peut répondre à l'urgence climatique sans changer nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de déplacement? Je ne le pense pas. Donc si à la fin on est dans l'illusion qu'on va remplacer l'ensemble des voitures à moteur thermique par des voitures électriques sans se poser la question de comment on modifie nos mobilités, comment on a du transport en commun, je pense qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Parce qu'une fois qu'on aura le lithium, c'est bien, mais il faudra produire l'électricité pour ces voitures électriques. Donc à un moment, il faut travailler sur les différents tableaux. Oui, pour renforcer notre indépendance. Oui, pour avoir des méthodes de déplacement ou des modifications de notre fonctionnement qui soient plus vertueux d'un point de vue climatique. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et puis aussi des politiques de sobriété, c'est indispensable. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ça me paraissait important de le dire. Concrètement, ce serait quoi votre projet? Concrètement, ça dépend sur quel sujet? Sur les voitures. Oui, Mais non, mais je ne vais pas vous dire toute voiture, ce serait totalement absurde. Mais est-ce que on doit être encore dans le modèle de la réussite individuelle, c'est d'avoir une voiture par personne dans la famille? Bon, je trouve que la question, elle peut quand même se poser. Alors on va pas interdire, parce que tout de suite, dès qu'on est dans ce débat, vous êtes sur l'écologie punitive, c'est pas le sujet. Moi, je vais pas vous dire on va interdire, mais elle se pose dans une immense partie du territoire. Voilà. Vous avez totalement raison.
justement, sur la commune, on parle de l'Allier. Si vous allez à Échassières, oui, une voiture, la question se pose. Exactement. Oui. Mais c'est pourquoi moi jamais je vais aller culpabiliser une personne qui habite dans cette commune de prendre sa voiture pour aller travailler. Elle n'a pas d'autre solution. Bon, donc la question qui nous est posée, c'est comment on permet, pour certains déplacements, ça va pas tous les couvrir demain, de favoriser d'autres types de déplacements. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis ces années? Pardon, quand même. Combien de petites lignes de train on a fermées? Combien de petites gares dans nos régions, dans nos départements, on a fermées parce que soi-disant elles n'étaient pas suffisamment empruntées, après les avoir bien détruits en modifiant les horaires, en faisant que c'était devenu totalement illisible. Combien de modes de déplacement alternatifs on a rendu plus difficiles à utiliser qu'avant pour ensuite dire vous ne pouvez pas demander à interdire la voiture, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépasse le sujet du lithium et des voitures électriques. Réouvrir des petites lignes de train, remettre les trains de nuit, faire du ferroutage, mettre les camions sur les routes. Bah non, le Concorde, je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez déjà fait ou pas? Super beau. Vous l'avez déjà fait? À regret. Un regret, mais bon, ça consomme beaucoup trop, hein, Mathieu. Il vous reste à aller sur Mars. Allez, Exactement. Mais et ça va encore plus loin. C'était un exploit technologique magnifique. Bon, bientôt. Extraordinaire. Mars. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. De votre présence. Merci à vous trois.